Nulle part en Afrique, aujourd'hui, il n'y a de mesures en faveur de la population qui soient aussi courageuses que celles que prennent les présidents Tchani, Traoré et Goïta pour leur population. Prenez seulement le président Tchani pour illustrer ce que je veux dire. En moins d'1 an au pouvoir, il a réussi à débarrasser son pays de la présence militaire des puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. Il les a toutes mises dehors, sans exception. En moins d'1 an, il a réduit le coût du carburant, favorisant et boostant ainsi l'économie fortement fragilisée de son pays. En moins d'1 an, le président Tchani vient de réduire de 50% les frais de santé à l'hôpital. Les frais de santé à l'hôpital, réduits de 50%. Oui, en moins d'1 an. Ce que des dictateurs comme Paul Biya pendant 40 ans n'ont pas réussi à faire une seule fois de toute leur vie au pouvoir. Lui, en 1 an, il le fait. Ce que des dictateurs comme Ouattara Draman en Côte d'Ivoire n'ont pas été capables de faire une seule fois dans leur vie. Baisser le coût de la santé, rendre la santé accessible au plus grand nombre possible de leurs concitoyens. Le président Tchani, au Niger, pays qu'on a classé abusivement parmi les pays les moins avancés, alors même que c'est l'un des pays les plus abusés. Il l'a fait. Prenons le Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a réussi à faire de l'armée burkinabé une armée qui passe à l'offensive, une armée qui est la principale force sur le territoire burkinabé. Et cela en à peine 2 ans de pouvoir. À peine 2 ans de pouvoir. Il a fait passer l'armée burkinabé d'une armée qui court après les terroristes à une armée que les terroristes fuient. Ce territoire qui a 40%, voire 60%, était déjà sous le contrôle des terroristes, est en train de repasser à plus de 80% sous le contrôle de l'armée nationale. Avec une symbiose extraordinaire, la création du corps des volontaires de la patrie, les VDP. Révolution militaire en 2 ans. Le type a rebâti une armée révolutionnaire populaire. En 2 ans. En 2 ans, il a reconquis la capacité de paiement de l'État burkinabé sans passer par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sans passer par l'UEMOA, sans passer par la Banque de France. Ibrahim Traoré a donné à l'État burkinabé une capacité de paiement indépendante des puissances négrières, coloniales et néocoloniales. Moins de 2 ans. Prouvant que tous les autres pays africains sont capables de payer sans passer par la Banque mondiale et FMI. Ils sont capables de payer s'ils veulent payer. Par des moyens souverains. Ibrahim Traoré. Révolution aussi du discours politique burkinabé, par exemple. Où désormais, quand le président parle, le peuple le comprend. Alors que la langue de bois qui, pendant très longtemps, a dévalué la parole politique de ce pays, était telle que, quand un homme politique au Burkina Faso parlait, la preuve que c'était un homme politique, c'est qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Avec Ibrahim Traoré, il y a une pédagogie. C'est du direct. Quand il parle, chaque Burkinabé s'entend parler à travers lui. Une symbiose. Et un amour immense entre le peuple et ses dirigeants. Ce qui permet aujourd'hui à Ibrahim Traoré d'échapper à un nombre record de coups d'État intentés contre un chef d'État au Burkina Faso. Aucun chef d'État au Burkina Faso n'a échappé à autant de coups d'État qu'Ibrahim Traoré. J'espère que vous le savez. Il y a une tradition de gouvernance militaire au Burkina Faso. Depuis le temps du général Aboubakar Sangoulé Lamizana, en passant par Saye Zerbo, en passant par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, en arrivant au président Thomas Sankara, puis à Blaise Compaoré, sans oublier par la suite les Yacouba Isaac Zida. Il y a une tradition militaire au Burkina Faso et les militaires sont de toutes les forces vives de la nation burkinabé, ceux qui ont exercé le plus longtemps le pouvoir. Mais je vous dis, même le président Sankara n'a pas échappé à autant de coups d'État. En 4 ans, entre 1983 et 1987,
que le président Traoré, en 2 ans, le régime est constamment sur le grill des puissances néocolonialistes négrières et de leurs organisations terroristes favorites, Al-Qaïda et l'État islamique. Le régime est en état de vigilance permanente. Et tous les jours, le président Traoré dément le fatum impérialistum qu'on essaye d'infliger au Burkina pour le ramener après même la révolution, avant la révolution de 1983. Oui, c'est cela le Burkina. En 2 ans, le Burkina Faso a conquis la respectabilité diplomatique internationale. D'abord, on n'entend plus couiner un quelconque ambassadeur européen ou américain à Ouaga. Ils savent que s'ils ne respectent pas le Burkina Faso, la porte du Burkina leur sera montrée. Oui, comme la porte du Burkina a été montrée à leurs militaires, ils savent qu'à Ouagadougou, il ne faut pas toucher à la souveraineté nationale. Respectabilité diplomatique face à la CEDEAO et surtout à l'esclave, au valet local favori Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Le pays qui lui inflige ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, des leçons quotidiennes, c'est le Burkina Faso, son pays natal. C'est le Burkina. C'est-à-dire que lorsque Ouattara Dramane a dans la gorge, c'est le Burkina. Si Alassane Dramane Ouattara pisse dans ses frocs à Abidjan, c'est parce qu'il sait que le peuple burkinabé et les autorités burkinabées ne peuvent plus l'encadrer. Pendant très longtemps, Ouattara a utilisé le Burkina Faso comme base arrière de ses ambitions politiques en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara est un régime au bord de la lagune. C'est un régime au bord de l'océan Atlantique. Vomi en Côte d'Ivoire, il est dans son pays natal, le Burkina Faso. Oui! Et c'est parce qu'il y a un gouvernement révolutionnaire panafricaniste à Ouagadougou qu'Alassane Dramane Ouattara pisse dans ses frocs à Abidjan. Qu'il dort d'un seul œil de son faciès asymétrique à Assini. Oui! Et que sa démarche en point virgule s'aggrave en claudication. C'est parce que Ouagadougou n'est pas sous son contrôle. Et quand le président Ibrahim Traoré nous révèle qu'Alassane Ouattara a installé une cellule permanente de déstabilisation du Burkina Faso, mais c'est parce que ça, c'est une instruction du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ouattara leur a juré qu'il connaît le Burkina Faso comme sa propre poche. D'ailleurs, c'est le Burkina qui a payé ses études. L'ambassadeur Guigma a révélé que dans les années 60, Ouattara n'avait pas d'argent quand il est arrivé avec une bourse voltaïque aux États-Unis et qu'il a fallu que le Burkina lui donnât. Il aura fallu que le Burkina lui donnât une somme de 400 € pour que Ouattara mangeât. Lui qui aujourd'hui passe pour quelqu'un qui serait né avec une cuillère en or dans la bouche, ne doit ses études et sa formation qu'à l'argent de l'ancienne Haute-Volta, aujourd'hui appelée Burkina Faso. Honte à lui. Ce Burkina dans lequel il est incapable d'aller se prosterner sur la tombe de son père et de sa mère, qui se trouve à Sendou, à l'instant où je vous parle. Donc, Alassane Dramane Ouattara a fait de la déstabilisation du Burkina Faso un dossier personnel, un problème personnel. Il a dit à tous les dirigeants occidentaux, je vais m'en occuper personnellement. Sa femme a répété à côté, oui, chou, pour le Burkina, c'est notre affaire. Ça, on a promis à tout le monde, on va le faire. Hein. Le problème, c'est que pendant très longtemps, il avait une certaine sympathie au Burkina Faso parce qu'il passait pour le défenseur des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Mais maintenant que même les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont vu Alassane Ouattara expulser certains d'entre eux, Ouattara n'est soutenu par aucune communauté burkinabé sur cette terre. Tout le monde le regarde seulement. Et dans notre belle langue morée, quand Ouattara passe, on dit Yawotode. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara est un dictateur sans hinterland. C'est un dictateur qui n'a plus d'appui. Il n'y a plus un seul peuple qui puisse l'encadrer en Afrique de l'Ouest. Même les peuples des pays qui sont dirigés par ses amis
que ce soit le peuple ghanéen, le peuple libérien, le peuple béninois, le peuple togolais, à supposer qu'il soit l'ami du président togolais, le peuple sénégalais, Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme vomi par tous les peuples ouest-africains. Et pourquoi est-il vomi par tous les peuples ouest-africains? Mais parce que son propre pays natal l'a vomi. À partir du moment donné où, là où ton cordon ombilical est, le peuple dit qu'on ne veut plus jamais te voir. Quand la terre que tu as reniée te renie, là alors tu deviens un renégat. Mais quand la terre que tu as reniée toi-même te renie, tu passes du statut de renégat à un nouveau concept que nous avons créé. Tu deviens un reniard, reniard, reniard. C'est-à-dire quelqu'un qui est une négation incarnée. C'est la situation de Ouattara Dramane. Et pour venir au Mali, le Mali du président Assimi Goïta est en train de mener une bataille énorme. Vous devez savoir que les puissances néocolonialistes, colonialistes, impérialistes ont décidé de punir exemplairement le Mali. Pourquoi veut-on punir exemplairement le Mali? Parce que c'est le Mali qui a montré le chemin à toute l'Afrique de l'Ouest et à toute l'Afrique. Et dans les tabloïds de l'OTAN, de l'Union européenne, dans les tabloïds des puissances impérialistes occidentales, il est important de détruire le Mali pour servir de leçon à tous les autres Noirs. Détruire le Mali est un objectif pédagogique, un objectif psychologique, un objectif psychagogique, un objectif géostratégique, un objectif géotactique, un objectif spirituel pour l'impérialisme occidental. Parce que le Mali est le laboratoire de la révolution africaine du XXIe siècle. Ce sont les Maliens qui, les premiers en ce XXIe siècle, ont mis dehors les troupes néocolonialistes françaises. Ils ont mis dehors les troupes néocolonialistes et impérialistes occidentales. Mis dehors en Afrique de l'Ouest les troupes de l'ONU, dont le caractère néocolonialiste et impérialiste n'est plus à discuter. Ce sont les Maliens. Les Maliens, sous le président Assimi Goïta, ont atteint un deuxième objectif. On a dit que le Sahel serait incapable de se défendre contre le terrorisme sans l'Union européenne, sans la France, sans les États-Unis, sans l'ONU. Le Mali est le laboratoire où il a été démontré que le pays peut fonctionner sans l'ONU. Le pays peut fonctionner sans la France, le pays peut fonctionner sans l'Union européenne. Oui, je reviens du Mali. Et j'ai pris un certain plaisir à aller dans les lieux qui étaient envahis par les touristes vacanciers de l'ONU, soi-disant soldats de la paix, et qui passaient tout leur temps dans nos piscines, et à augmenter la démographie de notre population par la vigueur de leur coup de rein accidentel. Quel bonheur de faire le tour des grands hôtels 5 étoiles, des grandes places populaires, et de voir que les Maliens sont de retour là où les Maliens doivent être. Oui, les piscines dans lesquelles, à partir de 9 h du matin, il n'y avait même pas une place pour qu'un Africain plonge, tellement elles étaient remplies de soldats néocoloniaux. Ces piscines accueillent désormais les enfants du Mali, les enfants de l'Afrique. Quel bonheur de contempler les piscines autrefois surpeuplées de cette populace venue en vacances et prétendant être venus combattre le terrorisme. Ces gens-là qui, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir, se gorgeaient de bière, se goinfraient du bon cheptel du Mali. Ces individus-là se font rares et Bamako est une capitale neuve, une capitale qui respire. Bamako est une capitale qui se reprend progressivement en main. Symboliquement même, avec le départ de cette troupe néocolonialiste, impérialiste, Bamako se fait de plus en plus propre. Moi, je connais non loin du rond-point de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, une déchetterie qui était une honte pour nous au Mali, installée en plein quartier. Une déchetterie. Et tous les matins, les ânes, aux côtés des camions, venaient y déverser des ordures qui devaient être brûlées pour réduire leur nocivité. Et le quartier tout entier était enfumé tout le temps. Signe des temps, cette déchetterie a été fermée et les quartiers entiers, les communes entières de Bamako sont en train d'être rénovées par la force des bras des Maliennes et des Maliens.
un effort de salubrité qu'on n'avait pas revu dans la capitale malienne pendant toutes les années d'occupation de l'ONU est en train d'être fait par le président Assimi Goïta. Même des cours d'eau qui étaient pollués par des déchets ménagers, même ces cours d'eau sont en train d'être nettoyés. Comme quoi, quand les néocolonialistes sont dégagés, quand les impérialistes sont dégagés, mais les Africains peuvent s'approprier et rendre propre leur espace. Le président Assimi Goïta et le Mali sont la cible des impérialistes parce qu'ils leur ont infligé des défaites militaires sévères. Et la plus sévère et la plus symbolique de cette défaite militaire, c'est leur défaite, leur débandade à Kidal, dans le nord du Mali. Kidal est resté en travers de la gorge de tous les néocolonialistes des impérialistes, car ils avaient prévu d'imposer au Mali une sécession de fait. En créant la pseudo-république de l'Azawad, ils voulaient mettre la main sur l'extraordinaire nappe phréatique souterraine du Mali, mettre la main sur les réserves d'or extraordinaires du Mali, mettre la main sur les réserves de pétrole et de gaz. À travers la soi-disant sécession qu'ils voulaient organiser, ils voulaient en réalité, à travers leurs terroristes et leurs multinationales, continuer à creuser des tunnels conduisant à des aérodromes improvisés à partir desquels des sacs remplis d'or, de diamants, des sacs remplis d'uranium s'envolaient depuis plusieurs décennies du sol malien. Oui! Aujourd'hui, l'armée malienne découvre tous les jours des tunnels qui conduisaient à des pistes improvisées d'aérodromes, des tunnels dans lesquels des sacs entiers de minerais stratégiques et précieux étaient volés. Et ces tunnels se trouvent tous dans les zones qui étaient sous le contrôle des terroristes et des soi-disant forces internationales. Oui! Le terrorisme, ce n'est rien d'autre qu'une organisation de pionniers de l'impérialisme en Afrique. Les terroristes sont chargés de semer la pagaille pour que les impérialistes puissent se servir, eh bien, en vrac. Je recommence. Le deal entre les terroristes et les impérialistes est connu. Les terroristes sont armés par les impérialistes pour semer la pagaille, afin que les impérialistes viennent se servir en vrac. Car partout où, au Mali, l'or a été volé, partout où les métaux précieux sont volés, on se rend compte que les terroristes étaient installés. Et que, pendant longtemps, il était même interdit à l'armée malienne d'approcher avec ses aéronefs ou ses troupes au sol. Partout où on trouve des traces de pillage, ce sont les zones où les terroristes étaient installés. Et ces traces de pillage, eh bien, sont organisées de telle façon que le fruit du vol des terroristes s'envole par les airs. Quelle est l'organisation terroriste qui possède une aviation? Quelle est l'organisation terroriste qui possède une capacité de projection aérienne? Le lien entre le terrorisme et l'impérialisme est une évidence scientifique au Sahel. Et le Mali est le territoire où ce lien a été affiché, documenté. Documenté par des plaintes. Devant les instances politiques internationales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi ils veulent frapper le Mali. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour organiser Tinzaouaten. Mais même ce Tinzaouaten s'est transformé en enfer pour eux. Parce que l'armée malienne, grâce à son alliance géostratégique et géotactique avec la Fédération de Russie, est la plus grande puissance de feu sur les plus de 1 241 000 km² du Mali. Écrivez ça. Actuellement, l'armée malienne ne court pas après les terroristes. Ce sont les terroristes qui fuient l'armée malienne. Dans tout le Sahel, les armées devaient courir après les terroristes. Désormais, dans tout le Sahel, les terroristes fuient les armées. Voilà pourquoi ils ont tendance à aller davantage dans leurs bases arrières, dans les pays de la CEDEAO ou au sud de l'Algérie, où ils se sentent en sécurité. Voilà pourquoi ils doivent se placer à Dakar pour dire leur fierté d'avoir tué des soldats maliens. Et c'est le cas de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qui a défrayé la chronique à partir de Dakar, où il se promène encore librement aujourd'hui en revendiquant l'attaque terroriste contre le Mali. Oui, ce sont les pays de la CEDEAO qui sont la base arrière des organisations terroristes. C'est dans ces pays qu'ils sont fournis en armes, en munitions et en argent. Sans oublier le mécanisme qui permet de leur
fournir de l'argent à travers des rançons opportunément organisées. C'est-à-dire, on enlève des otages, on leur donne des otages, et sous couvert de libérer les otages, on les finance. Comme l'a montré l'excellent travail de France 24 le 30 juillet 2014, publié sous le titre « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Ce sont les journalistes de France 24, se basant sur les enquêtes officielles américaines, qui ont publié l'article que je cite, 30 juillet 2024. 30 juillet 2014, exactement 30 juillet 2014. L'article est intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Et cet article se base sur les déclarations du département d'État américain, révélant qu'en 2014, près de 200 millions d'euros ont été payés aux organisations terroristes en échange de libération d'otages. Mais le mécanisme finit par être la principale source de financement des organisations terroristes. C'est ce que le département d'État américain, sous la plume de M. Daniel Cohen, a révélé en 2014, et sur cette base, des journalistes courageux, pour une fois de France 24, ont écrit l'article que je cite souvent. Vous comprenez? Donc, le Mali est la prunelle des yeux des Africains. C'est pour ça que le Mali est la cible centrale. Puisqu'ils pensent que le courant révolutionnaire panafricaniste qui a gagné le Mali est le même qui a gagné le Burkina et qui a gagné le Niger, ils ont fait l'analyse qu'il faut détruire la révolution malienne pour que le même effet de domino, mais inverse, se produise. En détruisant la révolution malienne, on peut obtenir la destruction de la révolution burkinabé, la destruction de la révolution nigérienne et le retour en force, eh bien, de la France-Afrique, des néocolonialistes et des impérialistes. Le Mali résiste formidablement bien, pour au moins 3 raisons. D'abord, le peuple malien a bien compris les enjeux. C'est un peuple qui a la chance de garder ses racines africaines et de parler d'abord les langues africaines et de s'informer en langue africaine. Ce qui fait que le message politique qui est dit en langue africaine entre au plus profond des entrailles de la population. C'est une chance que le Mali soit un pays dont la population n'a pas perdu ses racines, c'est-à-dire sa langue, ses traditions multimillénaires, parce que c'est grâce à cela que la résilience malienne tient bon, parce que dans toutes les langues du pays, qui sont parlées par toute la population, la vérité est dite et elle est sûre. Vous parlez avec les Maliens, même quand ils ne parlent pas français, si vous vous faites traduire ce qu'ils disent, vous vous rendez compte qu'ils ont le même niveau de conscience et d'information que moi qui vous parle. Et vous vous rendez compte qu'ils ont même créé des grains dans lesquels ceux qui connaissent les langues étrangères traduisent à ceux qui parlent Bambara, à ceux qui parlent Dogon, à ceux qui parlent Peul, on leur traduit ça dans les langues. Je voudrais saluer les nombreux grains du Mali dans lesquels les messages d'éveil panafricanistes sont traduits en langue nationale. Je les salue, mes amis à travers le Mali. Le Mali, nation éveillée. Ils ont un autre problème, c'est qu'ils ont dit que le Mali ne serait pas capable de fonctionner économiquement sans les perfusions de la Banque mondiale, du FMI, de l'aide française au développement et consorts. Or, le Mali, le Burkina et le Niger ont démontré qu'un pays africain peut fonctionner sans l'aide de ces institutions. Le Mali fonctionne. Et quand le Mali consent à prendre tel ou tel prêt, c'est toujours avec des conditions avantageuses. Le Mali a refusé plusieurs offres de prêt de la Banque mondiale et du FMI parce que ces offres ne correspondaient pas à ces options. Si vous entendez que le gouvernement malien a accepté un prêt, sachez que c'est un prêt qui lui est avantageux, comme n'importe quel gouvernement souverain. Donc, je reviens du Sahel, le Sahel qui a vaincu le signe indien économique de la dépendance systématique à la BCEAO, de la dépendance à l'UEMOA, de la dépendance à la Banque de France, de la dépendance à l'Union européenne, à l'aide française au développement, au club de Paris, de Londres, de Washington. Je reviens du Sahel, laboratoire de la souveraineté africaine. Et je voudrais vous dire que ce grand laboratoire se porte bien. La grande nouvelle de cet été au Sahel, de cette saison au Sahel, c'est la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le 6 juillet 2024. Et la Confédération avance à grands pas. Elle se dote d'une diplomatie cohérente. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs chefs de la diplomatie de la sous-région. Elle se dote sans cesse d'une stratégie militaire cohérente. Et vous le voyez par les résultats. Ce qui a fait que, par exemple, dans la bataille de Tinzaouaten,
les 3 armées sahéliennes ont participé pour écraser les terroristes et les bouter hors du territoire malien. La cohérence se poursuit sur le terrain économique où la préparation de la monnaie indépendante Sahel est très avancée. La mort du franc CFA sera donnée comme un coup fatal au Sahel dans les prochains jours. Je reviens du Sahel, je vous le dis. Je reviens du Sahel où les 3 États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de mettre en place une stratégie de communication commune. Leurs chaînes de télévision nationales ont désormais des programmes communs pour créer une médiasphère commune et faire face à la propagande néocolonialiste impérialiste, à la propagande de la France-Afrique. Beaucoup d'efforts doivent encore être fournis dans tous ces domaines, je vous le dis. Mais le Sahel, c'est la partie de l'Afrique qui se porte le mieux sur le plan mental et de mieux en mieux sur le plan physique. C'est la partie de l'Afrique qui aujourd'hui a conservé une bonne partie de son intégrité spirituelle. Le Sahel incarne l'espérance africaine. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.